Bah écoutez, on a tous l'impression de travailler gratuitement ce jour-là, hein. Mais concrètement, où va l'argent? Et surtout, la vraie question, est-ce qu'on peut y échapper? Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la fameuse journée de solidarité. Exactement. Et c'est un gros sujet, quoi. Tout à fait. Et nous allons voir ensemble comment elle s'organise, qui est concerné, et surtout comment la traiter sans erreur sur le bulletin de salaire. C'est parti! Franchement, avant de décortiquer les formules mathématiques qui donnent souvent des sueurs froides aux gestionnaires de paie, il faut qu'on pose le cadre légal. Oui, c'est indispensable. Parce que pour comprendre comment on calcule cette journée, il faut comprendre pourquoi elle existe en fait. C'est quand même une anomalie dans le droit du travail, cette obligation qui naît directement d'une catastrophe climatique. C'est vrai, la genèse de cette loi est très particulière et elle marque un vrai tournant dans la législation sociale française. En fait, il faut remonter à la loi du 30 juin 2004. Et cette loi, elle a été promulguée en réponse directe au traumatisme national de la canicule d'août 2003. Ah oui, l'été 2003, tout le monde s'en souvient. Une chaleur écrasante. Exactement. À l'époque, cette vague de chaleur extrême avait causé le décès de près de 15 000 personnes. Et ça a mis en lumière de manière très crue les failles systémiques dans la prise en charge des personnes âgées et handicapées isolées. C'est clair, donc le gouvernement devait réagir vite, j'imagine. Voilà, le gouvernement de l'époque devait trouver une source de financement massive et immédiate, sans pour autant augmenter l'impôt sur le revenu classique. Ah, astucieux. L'idée a donc été de créer une journée de travail supplémentaire, non rémunérée pour le salarié, dont la contrepartie financière patronale serait fléchée exclusivement vers cette cause. Donc c'est un impôt sur le temps de travail, plutôt que sur le revenu net du coup. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, cet effort collectif à l'échelle de tout un pays, ça représente quel volume financier? Parce que si tout le monde donne 7 heures, l'enveloppe finale doit être colossale. Où est-ce que cet argent atterrit physiquement? Le volume est effectivement massif. Pour se baser sur des données consolidées, le rapport annuel de 2021 montre que ce dispositif a permis de collecter 2,1 milliards d'euros sur un seul exercice. Ah waouh, 2,1 milliards juste avec cette journée. Oui, et pour garantir que cet argent ne soit pas absorbé ou dilué dans le budget général de l'État pour boucher d'autres déficits, par exemple, le législateur a créé une entité dédiée. C'est la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. D'accord, donc c'est très encadré. Et cette caisse, elle fait quoi de cet argent concrètement? Elle a des missions extrêmement précises. Elle reverse les fonds pour financer les allocations personnalisées d'autonomie. Elle subventionne la modernisation des EHPAD pour les équiper en matériel médical ou en climatisation. Elle soutient les proches aidants et elle finance même la recherche scientifique. Ah carrément, la recherche scientifique sur le vieillissement quoi. Tout à fait. Chaque euro issu de cette journée a une destination légalement encadrée. Ok, la mécanique financière, elle est claire. Mais ce qui me fascine sur le plan de l'organisation, c'est ce réflexe un peu pavlovien qu'on a tous. On associe systématiquement journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Mais vous, la complexité de synchroniser des millions de salariés un jour férié, ça doit être un cauchemar pour les RH. C'est toujours obligatoire de la fixer à ce date? C'est une excellente question. L'association avec le lundi de Pentecôte est historique, puisque c'était la date fixée par défaut dans la loi initiale de 2004. D'accord. Mais vous touchez du doigt le problème majeur. Imposer une date unique au niveau national, ça a créé une paralysie logistique totale. Bah oui, tu m'étonnes. Des entreprises devaient ouvrir alors que leurs fournisseurs étaient fermés, les transports scolaires ne fonctionnaient pas, ce qui posait des problèmes de garde d'enfants incompressibles. Donc face à cette fronde, la loi de 2008 a totalement transformé le dispositif en le décentralisant. Ah, donc l'employeur a le choix maintenant. Absolument. Le législateur a assoupli le cadre. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout lié à la Pentecôte, sauf si l'entreprise le décide. L'employeur doit simplement consulter le CSE, le comité social et économique, pour fixer les modalités. Ok, donc on passe d'une obligation nationale rigide à un menu à la carte en fait. Mais j'imagine qu'on ne peut pas demander à un salarié de venir un dimanche à 23h si... Non, bien sûr. Le Code du travail propose un cadre flexible, mais très sécurisé. La première option, c'est de choisir un autre jour férié chômé, comme le jeudi de l'Ascension. La seule interdiction absolue au niveau national, c'est le 1er mai. Le 1er mai, on n'y touche pas. Logique. Exactement, il est sanctuarisé. Une deuxième option très prisée, c'est la suppression pure et simple d'un jour de RTT. Donc le salarié ne vient pas travailler un jour férié, mais son compteur annuel diminue d'une unité. C'est transparent quoi. Et enfin, il y a le fractionnement. On peut répartir ces 7 heures sur plusieurs jours, genre une demi-heure de plus par jour pendant 14 jours. Et concernant le dimanche, il est effectivement illégal de fixer cette journée un dimanche, sauf dérogation spécifique. D'accord, c'est super clair. Alors, du coup, si la méthode est aussi chirurgicale et flexible, j'en déduis que l'application, elle, est universelle. Absolument tout le monde, du stagiaire au grand patron, est obligé de faire cette journée un jour férié. Personne ne passe au travers. Alors, c'est une déduction logique, mais c'est un piège juridique classique. L'universalité a des limites très strictes. D'abord, éliminons le cas des stagiaires. Ah bon, ils ne la font pas. Non, car un stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail. Il n'a pas le statut de salarié. Par conséquent, il est catégoriquement dispensé. Lui imposer cette journée, ce serait une grave erreur de conformité. Ah oui, c'est une distinction fondamentale. C'est le statut qui prime. Et pour les mineurs ou les apprentis? Pour les mineurs, qu'ils soient en apprentissage ou en CDD, le législateur a érigé un vrai mur de protection. Il est formellement interdit de faire travailler un moins de 18 ans un jour férié légal. Donc si la journée tombe le lundi de Pentecôte, l'apprenti mineur reste chez lui. Exactement, il est exempté de fait. La nuance, c'est que si on fixe cette journée un samedi ordinaire, ou en supprimant un RTT, alors le mineur devra y participer, puisque ce n'est pas un jour férié. Et n'oublions pas l'Alsace-Moselle. Ah, le fameux droit local. Au lundi de Pentecôte, par défaut, elle concerne tous les salariés, en CDI, CDD ou alternants, mais elle exclut formellement les stagiaires et protège les mineurs si elle tombe un jour férié. Waouh. C'est dense pour quelqu'un qui découvre. Pour démarrer pas à pas, j'offre le premier chapitre de mon livre Les fondamentaux de la paix. 8 résumés, 8 infographies, 40 questions et corrigées. Le lien est en description. Continuons. Ok, le cadre légal et les exemptions, c'est bien délimité. Passons à la machinerie interne, du coup, la paix. On parle d'un volume de 7 heures depuis tout à l'heure. C'est simple pour un temps plein, mais dès qu'on prend un temps partiel, ça devient un casse-tête, non? Comment on fait pour pas créer d'inégalité? La paix repose sur un principe d'équité proportionnelle. Vous voyez, le plafond est bien fixé à 7 heures de travail non rémunéré, mais uniquement pour un temps plein. D'accord, donc s'il travaille 9 heures par jour d'habitude? Il ne donnera que 7 heures gratuites. Les deux autres obéiront à un autre régime. Mais la vraie gymnastique, c'est pour les temps partiels, oui. Le législateur impose une stricte proratisation. On ne l'a pas demandé 7 heures à un mi-temps.
Logique. Donc si je suis gestionnaire de paie et que j'ai un salarié à 80%, il faut que je traduise ça en heures réelles d'horloge. Absolument. Et la précision est cruciale pour éviter les litiges. La formule est simple. On prend les 7 heures et on les multiplie par le pourcentage du temps partiel. Donc 7 multiplié par 80%. Ce qui nous donne 5,60 heures en centièmes. En paie, on ne lit jamais les décimales comme des minutes, attention. Pour convertir ce 0,60 en minutes réelles, on le multiplie par 60. Ah oui, le piège classique. Ça fait donc 36 minutes. Voilà. Le résultat est de 5 heures et 36 minutes. Ce salarié devra accomplir très exactement 5h36 de travail au titre de la solidarité, pas une minute de plus. D'accord, c'est super précis, mais attendez, ça pose un gros problème d'emploi du temps en fait. Si la journée nationale est fixée un mercredi et que mon salarié à 80% ne travaille jamais le mercredi par contrat, l'employeur peut le forcer à venir faire ses 5h36 minutes ce jour-là? La réponse juridique est non. L'employeur ne peut absolument pas imposer un jour de travail qui n'est pas dans le contrat du salarié à temps partiel. Ce serait une modification unilatérale. Donc le salarié peut refuser. Il a le droit de refuser, oui, et ce ne sera jamais qualifié de faute. Ils devront convenir d'une autre date, par exemple en rallongeant ses journées le lundi et le mardi. Par contre, si c'est fixé un jour où il travaille habituellement, là, s'il refuse de venir sans motif, c'est une faute disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Ouh, d'accord, ça rigole pas. Et pour les cadres dirigeants ou les managers en forfait jour, ils ne pointent pas à l'heure eux. Et la logique s'adapte à leur statut. Pour un forfait jour, la loi prévoit simplement l'accomplissement d'une journée de travail supplémentaire dans l'année. En fait, c'est déjà lissé dans le calcul de leur plafond annuel, souvent fixé à 218 jours. Ou alors, on leur enlève un jour de RTT. Ok, donc si je résume la mécanique horaire, ces 7 premières heures, c'est comme un péage temporel. C'est le droit d'entrée non rémunéré. Mais une fois qu'on a franchi cette barrière des 7 heures, le compteur classique repart. Donc si mon employeur me fait travailler 9 heures le lundi de Pentecôte, c'est tout bénef pour lui, c'est 9 heures gratuites. Et inversement, si je suis malade avec une belle grippe ce jour-là, j'ai de la chance, je n'ai rien à rattraper. Faux et faux. C'est une double erreur d'interprétation très fréquente. D'abord, sur les heures. Votre analogie du péage est bonne, mais le péage est strictement bloqué à 7 heures. Tout débordement bascule immédiatement dans le cadre contraignant des heures supplémentaires. Vraiment, donc l'employeur paye le reste. Absolument. Ce n'est pas un chèque en blanc. Prenons un salarié à 2 000 € brut pour un temps plein. S'il travaille 9 heures le lundi de Pentecôte, les 7 premières heures sont neutres. Mais les 2 heures au-delà déclenchent le paiement de l'heure supplémentaire majorée à 25%, plus une éventuelle majoration conventionnelle pour jour férié travaillé. Ah oui, l'employeur va payer très cher le franchissement de ce péage en fait. Exactement. Et concernant la maladie, si vous êtes en arrêt de travail le jour J, la règle est implacable, l'absence est déduite du salaire brut selon les méthodes habituelles. Vous percevez vos IGSS, mais vous n'êtes pas avantagé. Et surtout, la journée n'est pas récupérable ultérieurement par l'employeur. Ok, donc le traitement salarial est vraiment verrouillé. Mais pour boucler la boucle vers la CNSA, l'entreprise verse l'argent comment, vu que le salarié ne perd pas de salaire mensualisé? L'effort financier vient de l'entreprise via la CSA, la contribution solidarité pour l'autonomie. Le taux est de 0,30% des rémunérations brutes. L'employeur le déclare via la DSN mensuelle et c'est l'URSSAF qui prélève cette taxe et transfère les fonds. C'est totalement automatisé. Et juste pour terminer sur la transparence, est-ce que moi, en tant que salarié, je vois une ligne journée de solidarité effectuée sur ma fiche de paie pour prouver que je l'ai faite si je démissionne en juin par exemple? Curieusement, le Code du travail n'impose pas cette mention de manière obligatoire. Ah bon? C'est fou ça. Oui, mais il est extrêmement recommandé de l'inscrire. Car en cas de changement d'employeur, c'est ce bulletin qui servira de preuve. Si vous l'avez faite, le nouvel employeur ne pourra pas vous imposer de la refaire ou devra vous payer en heure normale. Donc à retenir ici, la limite de non-rémunération est strictement fixée à 7 heures pour un temps plein ou proratisé. Toute heure supplémentaire est payée et majorée, et une absence maladie ne donne pas lieu à récupération. On pourrait creuser encore plus ce point. Oui, et j'ai publié un article Substack sur ce sujet. Allez, on continue avec la suite. Cumule plusieurs emplois à temps partiel en même temps. Il travaille 7 heures gratuites pour chaque patron, ça ferait exploser le plafond. Non, rassurez-vous, le total ne peut jamais dépasser 7 heures par an, tout contrat confondu. La journée est strictement proratisée selon la durée de chaque contrat, donc un salarié faisant 20 heures chez l'un et 15 heures chez l'autre fera proportionnellement 16 heures chez chacun. Ouf, c'est logique, c'est très clair. Juste une réflexion plus large pour finir. On a instauré ça en 2004 pour une crise précise. Mais avec l'accélération du vieillissement de la population d'ici 2050, les besoins vont exploser. On peut légitimement se demander si ces 7 petites heures suffiront toujours. Est-ce qu'on va pas devoir débattre d'une deuxième, voire d'une troisième journée obligatoire dans les années à venir? C'est un vrai défi politique et social à garder dans un coin de la tête. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair. Avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute, ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et oui, merci à tous. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix.